Mais alors, Ce panneau il fait référence à une partie du projet de loi sur le renseignement qui dit que la participation à des actions collectives pourra justifier la surveillance. Et du coup, si on a une lecture assez littéraire de ce morceau du texte, ça veut dire que participer à des manifestations ou à des mouvements syndicaux, ça justifie les moyens de surveillance qui sont a priori prévus pour le terrorisme. Et en fait, l'idée c'est que derrière ce mot terrorisme, on met à la fois des choses comme la Corée du Nord, comme les djihadistes en Syrie, comme les gens du Pays Basque qui font des attentats ou en Corse, ou même en fait voilà, des militants d'organisations syndicales. Et du coup on mélange tout ça et on donne des pouvoirs aux services de renseignement qui sont sans contrôle et très étendus. Et en fin de compte, c'est tous les citoyens français qu'on peut mettre sous surveillance. Vous faites partie de la Quadrature du Net? Je suis bénévole à la Quadrature. Ouais. Alors justement, quel est l'engagement de cette organisation sur ce projet de loi justement? Alors, en fait, la Quadrature du Net défend les libertés dans les dossiers liés au numérique et notamment la liberté à la vie, le droit à la vie privée. Et du coup, la Quadrature du Net, avec d'autres associations, agit pour que ce projet de loi soit encadré et que des pouvoirs comme le pouvoir judiciaire aient les moyens de contrôler l'application de ce texte. Est-ce que vous pensez que les Français sont conscients des dangers de cette loi ou c'est la surveillance est quelque chose qui leur passe par-dessus la tête? Alors, en fait, je pense que depuis les révélations d'Edward Snowden, le débat sur la vie privée a pris énormément d'ampleur. Et en réalité, si on voit le nombre d'organisations à la fois associatives, ou enfin juste la société civile, mais même la CGT ou des entreprises qui ont pris position contre ce texte, on s'aperçoit que seul le gouvernement et les députés ont envie de le voter tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des organismes de surveillance qui sont censés protéger la vie privée comme la CNIL? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui les moyens de réaliser leur mission? En fait, on s'aperçoit que les organisations comme la CNIL manquent dramatiquement de moyens. C'est-à-dire que si vous regardez leur budget annuel, c'est juste ridicule. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais avec le peu de moyens qu'ils ont, ça ne donne pas grand-chose. D'ailleurs, la CNIL a pris position très fermement contre ce projet de loi. il y a 3 mois, il y a 4 millions de personnes qui manifestaient pour la liberté. Aujourd'hui, il y a le projet. Les boîtes noires sont des dispositifs que le gouvernement souhaite, enfin qui seront installés par les services de renseignement chez ce qu'on appelle les intermédiaires techniques. Donc les intermédiaires techniques, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet, ce sont les entreprises de téléphonie, ce sont les hébergeurs français. Et donc ces boîtes noires surveilleront tout ce qui transite sur le réseau Internet et téléphone de façon à potentiellement remonter des anomalies qu'on leur signalerait, qui seraient programmées dans la boîte noire. Par exemple, voilà, quelqu'un qui irait 10 fois dans la même journée sur un site djihadiste, potentiellement pourrait être inquiété. Et comme ça peut paraître une bonne idée, et je comprends qu'on leur ait vendu ça comme une bonne idée, mais moi en tant qu'informaticien, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous mettez ces boîtes noires, si vous n'avez pas le contrôle et du matériel et du logiciel, nécessairement, à un moment donné, il peut se passer plusieurs choses. Le logiciel peut être modifié par quelqu'un, le matériel peut être accédé, par exemple par la NSA, et potentiellement le gouvernement, lui, peut changer. En 2017, il va y avoir de nouvelles élections. Et donc quand il y aura un nouveau parti au pouvoir, un nouveau président au pouvoir et surtout un nouveau Premier ministre au pouvoir, parce que c'est le Premier ministre qui a le contrôle sur ces boîtes noires, du coup, qu'est-ce qui nous prouvera que le logiciel ne sera pas modifié? Et comment est-ce que le citoyen sera informé qu'on surveille uniquement aujourd'hui, donc ce qui est prévu c'est le terrorisme, mais c'est aussi les zadistes, donc les gens sur Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui pourraient être mis sur écoute, ça peut être le crime en bande organisée, ça peut être les manifestations qui pourraient porter atteinte à l'État, ça peut être la défense des intérêts majeurs de la France. Dit comme ça paraît bien, mais les intérêts majeurs de la France, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, justement Orange ou autre. Et donc nécessairement, à partir du moment où vous posez ces boîtes noires, vous ne savez pas où elles vont s'arrêter. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est que cette surveillance généralisée, on nous dit, et on dit aux citoyens qu'elle s'arrêtera uniquement aux anomalies qui seront décidées par les services de renseignement. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est tout simplement que ça ira sans doute beaucoup plus loin que ça.
position de la CGT sur ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui, elle est claire. Hein. On n'est absolument pas contre le fait que l'État, bien sûr, combatte activement le terrorisme. Maintenant, il nous faut des garanties, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un état de droit qui est garanti par une constitution, qui nous garantit une sûreté à chaque citoyen. Et là, aujourd'hui, on fait sauter justement ce verrou de la sûreté. Au prix voilà, sur des bases d'antiterrorisme. Or, cette loi, elle est absolument pas accentuée contre le terrorisme. C'est une loi qui est pour le renseignement. Jean-Jacques Urvoas d'ailleurs l'a dit lors de sa présentation de projet au gouvernement à l'Assemblée nationale. Hein. Il veut légaliser les différentes structures de renseignement qui existent en France, qu'elles soient militaires ou civiles, des GSE, des GSI, des PSD, etc. Donc son projet est bien là, c'est-à-dire de rendre légal ce qui ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, l'intrusion massive par des réseaux informatiques ou l'écoute téléphonique nous paraît complètement insensé dans un état de droit comme celui qu'est la France. Les pouvoirs sont centralisés dans les mains du Premier ministre, même si effectivement, comme garde-fou, M. Urvoas a l'air de dire qu'il nous met une commission nationale complètement indépendante pour effectivement vérifier les dires des enquêteurs du renseignement, savoir si c'est justifié ou non. Cette commission n'a pas de pouvoir décisionnaire, elle n'émet qu'un avis au Premier ministre, ce qui veut dire que le Premier ministre pourra tout à fait faire ce qu'il veut et aller dans le sens contraire de cette commission nationale. On va au-delà du Patriot Act américain, puisque le Patriot Act, lui, ne cible des intérêts identifiés, alors que nous, c'est une surveillance de masse. Et à partir de cette surveillance de masse, les enquêteurs du renseignement iront piocher ce dont ils ont besoin. Mais tous les fournisseurs d'accès transiteront par le ministère de l'Intérieur, tout sera enregistré dans les fameuses, ce qu'on appelle les fameuses boîtes noires, et en fonction de ce que l'enquêteur aura besoin, il pourra aller piocher sur une période déterminée ou sur des IP ou des numéros de téléphone déterminés. D'abord, la loi en démocratie, et ça n'est certainement pas comme ça. On fait avancer des projets qui concernent tous les citoyens massivement. C'est la mise en place de techniques de surveillance qui sont automatisées via des algorithmes qui finalement s'apparentent de très près à une surveillance de masse. Et Amnesty International considère que la surveillance de masse dans toutes, quelles que soient les conditions, est toujours en violation du droit international. L'usage de la procédure accélérée qui empêche un vrai débat démocratique, un débat dans l'opinion publique, ne se justifie pas en cela. Il se rapproche de ces lois qui sont prises juste après des faits aussi tragiques qu'ils soient. Sinon, sur le contenu, le Patriot Act va très très loin, donc je pense qu'il est difficile de comparer. Je pense que très clairement, l'absence de contrôle sur les services de renseignement, sur des techniques de surveillance extrêmement intrusives, peuvent avoir comme implication de se retourner et du coup de violer le droit à la vie privée, que tout citoyen doit avoir le droit, l'exercice de ce droit, ou alors la difficulté, c'est qu'aussi il n'y a pas de réel recours pour les individus contre ces techniques de surveillance. Donc pas d'absence de juge, le juge est complètement absent de ce projet de loi, donc pas de recours et pas de contre-pouvoir, pas de réel contre-pouvoir. Services secrets et qui s'en fait leur lobbyiste. On se demande où il sera recyclé après son mandat. Lorsque vous livrez à la surveillance de masse, vous savez que vous allez aussi surveiller des innocents. Et ça, c'est intolérable en démocratie. Aucune efficacité supplémentaire, toute théorique, ne saurait justifier des violations massives aux libertés fondamentales. Et d'ailleurs, il est même permis de questionner ces mesures, tant aux États-Unis, et c'est une étude de la très sérieuse de droite et présidée par Eric Schmidt, New America Foundation, qui le dit, dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués aux États-Unis, la surveillance de masse était utile.
Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut de la surveillance ciblée, des moyens humains, de l'infiltration, de la patience, le démantèlement par l'intérieur des réseaux. Certainement pas cette illusion, cette espèce d'hypersécurité, un modèle fantasmatique de l'hypersécurité dans laquelle, à coups de milliards, on se protégerait contre tout le monde, tout le temps. Ce modèle d'hypersécurité, non seulement c'est une illusion, mais c'est une bombe à retardement à mettre aux mains du pouvoir, parce qu'on le voit très bien aux États-Unis, la surveillance de masse, elle sert avant tout à de l'espionnage politique et à de l'espionnage économique, si elle ne peut rien dans la lutte contre le terrorisme. Donc cette surveillance de masse, par définition, elle est l'outil du pouvoir. Lorsque le pouvoir veut faire pression sur des opposants politiques, veut démobiliser des mouvements sociaux, veut tout simplement surveiller ce qui se passe dans la chambre à coucher des uns et des autres, pour empêcher des opposants d'arriver au pouvoir. Avec une surveillance de masse comme celle-là, on ne pourrait plus avoir de lanceurs d'alerte qui pourraient dénoncer des crimes. On ne pourrait plus avoir une affaire des fadettes. On ne pourrait plus peut-être s'organiser dans une ZAD sans que immédiatement les groupes soient infiltrés, que les forces de l'ordre soient au courant des faits et gestes de tout le monde. Donc cette surveillance de masse est profondément attentatoire à la démocratie. Il est de notre devoir impératif de citoyens de s'y opposer en masse. Et il faut noter les noms des députés qui voteront pour, noter les noms des députés qui s'abstiendront et noter ceux qui auront le courage de voter contre. Parce qu'une abstention ne veut pas dire s'opposer. Et on entend ici et là, on voit se préparer les beaux discours des partis qui veulent se mettre sur le devant de la scène et tout ça, qui n'ont pas déposé d'amendement en commission des lois et qui nous annoncent déjà qu'ils ne savent pas s'ils vont s'abstenir sur le texte final parce qu'en l'état, ils ont un problème avec. Donc il est urgent que nous, citoyens, soyons implacables pour observer, pour noter et pour convaincre, pour s'opposer en masse à cette surveillance. Excusez-moi, tout à l'heure vous disiez que le texte était en préparation avant même les attentats. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Ça a été documenté. J'ai pas les détails. C'est des responsables des services de renseignement qui expliquent, eux, que ça fait des années qu'ils demandaient ce texte et que le gouvernement leur avait promis quelque part pour 2015. Et lorsque les événements de janvier se sont produits, le gouvernement a immédiatement remis le texte à l'ordre du jour dans une procédure d'urgence et dans sa version la plus dure qu'il soit, qui met aux mains du gouvernement, aux mains du Premier ministre, les outils de cette surveillance généralisée. Donc il semblerait que le gouvernement ait profité d'une forme d'opportunisme politique complètement indécent, complètement infâme, au nom de Charlie Hebdo, au nom de la défense de la liberté d'expression. On va mettre aux mains de l'exécutif un instrument qui est un instrument d'une oppression totalitaire, profondément incompatible avec la démocratie, profondément incompatible avec l'état de droit et qui a toutes les chances d'être transformé en un outil de pression par lequel tous les abus sont possibles. Pour Charlie Hebdo, on avait vu 1 million de personnes dans la rue, voire même beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y a que quelques centaines de personnes. Le niveau de conscience n'est pas encore suffisamment élevé sur ces questions ? Je pense que c'est pas comparable. C'est un sujet qui est très technique. Et là où Charlie Hebdo jouait énormément sur les émotions, sur la tristesse, sur les peurs, là on est dans une volonté politique de cacher le débat. Avec la procédure d'urgence, avec un vocabulaire qui est évidemment beaucoup trop compliqué pour que qui que ce soit puisse le comprendre, avec des grands discours qui instrumentalisent les peurs, on essaye d'escamoter le débat public. Mais le débat, c'est pas ici, c'est pas dans la rue qui va se faire. 1 million de personnes dans la rue pour Charlie, 3 millions, 4 millions, ça n'a rien changé à la politique du gouvernement, ça n'a rien changé à la lutte contre le terrorisme, au contraire, ça n'a fait qu'amplifier, ça lui a donné un blanc-seing, c'est un chèque en blanc, ça n'a fait qu'amplifier cette spirale sécuritaire. C'est pas dans la rue aujourd'hui que se jouent les mouvements, ça va être sur internet, ça va être dans les couloirs de l'Assemblée, ça va être au téléphone avec son député, ça va être aux prochaines élections, ça va être dans les permanences avec les élus lorsqu'ils rentrent le week-end ou pendant les vacances parlementaires de la semaine prochaine et qu'ils espèrent être au calme et s'occuper d'histoires de chats écrasés et de ronds-points. C'est là qu'il faut aller les voir, c'est là qu'il faut aller au contact, en leur montrant que les citoyens s'intéressent, qu'ils ont compris le texte, qu'ils prennent des notes, qu'ils s'en rappelleront. Et je dis ça sur le ton de la blague, mais lorsque les députés vont donner au gouvernement le pouvoir de regarder tous nos petits secrets, tous nos sextos, tous nos messages cochons, etc., peut-être que c'est à nous de faire la même chose avec eux. Je ne sais pas qui ça intéresse de voir les vieux pénis de ces vieux messieurs blancs qui sont en majorité à l'Assemblée, mais si ça se trouve, c'est de ça dont il faut leur parler.